y a de la magie dans l'air. Créées avec amour, nos listes musicales romantiques vous séduiront. C'est l'ambiance parfaite pour une soirée en tête-à-tête avec l'être cher. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le lundi 9 juin. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver, belle fin de semaine, peut-être que vous en avez profité, tant mieux si c'est le cas. Aujourd'hui à l'émission, on va parler entre autres de cette grève à la Société de transport de Montréal, donc des déplacements perturbés pour les gens certainement qui utilisent les métros, les autobus, mais également pour les gens qui vont peut-être se tourner vers les taxis ou qui vont prendre leur voiture ou peut-être des pistes cyclables également. Plus bondé que d'habitude. Greta Juris sera avec nous en deuxième partie d'émission pour faire un point un peu sur ces déplacements qui seront difficiles. Si vous avez, par exemple, ou si vous n'êtes pas de la grande région de Montréal et vous avez à venir en ville et à vous déplacer, ça va être plutôt laborieux au cours des prochains jours, des prochaines semaines. On va vous donner les détails de tout ça dans les prochaines minutes. Sinon, on va revenir également ce matin avec Élise Jeté qui est à mes côtés. Bonjour Élise. Bonjour Mathieu. On va revenir ensemble sur ce qui se passe et ce qui s'est encore passé au cours des dernières heures dans les rues de Los Angeles, de nouveaux affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre. Oui, ça a été très houleux hier, puis les militaires de la Garde nationale américaine ont été déployés par Donald Trump. C'est vivement critiqué, notamment par les citoyens, mais aussi par le gouverneur de l'État de la Californie, la mairesse de Los Angeles également. Donc, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Parfait, on va vous faire le récit de ce qui s'est passé ces dernières heures. Et effectivement, cet envoi de représentants de la Garde nationale, ça n'a rien fait pour calmer le jeu. Bien au contraire, ça a mis bien des gens en colère. Olivier sera là au sport dans les prochaines minutes. Le temps de faire le tour de la météo avec Véronique Mirand. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors, cette belle fin de semaine qu'on attendait depuis longtemps, bon, c'est sûr que samedi, c'était un peu masqué par cette fumée, oui. Des feux de forêt. Ça ressemble à quoi à partir d'aujourd'hui? Bien, qualité de l'air qui s'est améliorée partout. Alors, au moins, on a ça, de l'air respirable en première partie de semaine. On ira avec un ennuagement. Déjà, là, les nuages commencent à s'avancer tranquillement. Ça se fait plus rapidement vers l'Outaouais, Montréal, Laurentides, la Nodière, l'Estrie, Québec. On aura quelques heures de beau temps avant que ça s'ennuage seulement cet après-midi. Des vents du sud-est qui sont là, 20-40 km à l'heure. Donc, des températures autour de 21-24 degrés. Un fond d'humidité dans l'air et quelques averses possibles. Probabilité seulement 40 en cours de journée. Par contre, au cours de la soirée de la nuit prochaine, là, il y a un système qui fera son entrée et on aura quelques averses. Au cours de la nuit, minimum entre 15 et 18, ces averses-là devraient s'estomper demain mi-journée. Et par la suite, ça devient variable, mélange, soleil-nuage, mais ça reste un petit peu instable. Donc, on maintient possibilité d'une averse 40 demain après-midi, 22-24 degrés au thermomètre et on devrait retrouver un soleil plus généreux en milieu de semaine avec des températures de l'ordre de 23 à 25. Donc, il n'y a pas de gros coups de chaleur, mais quand même des températures qui vont demeurer estivales. Déjà, les averses et les orages s'installent ce matin du côté de l'Abitibi. On atteindra 18 aujourd'hui. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, on profite encore d'une belle journée. Alors, 24-25 degrés jusqu'à 27 au Saguenay. L'ennuagement va se faire plus tard, fin de journée, et les averses, ça ira demain pour l'Est du Québec. En territoire ontarien, on est sous le couvert nuageux. Qualité de l'air qui s'est grandement améliorée là aussi. Les températures oscillent entre 17 et 21 sur la portion nord et centre. Ça ira jusqu'à 24 à Windsor, mais c'est nuageux partout avec quelques averses, quelques orages là, en cours de journée. Si on s'en va dans l'ouest, à Vancouver, 22-28 degrés sous le soleil, ça c'est Vancouver, mais vague de chaleur assez importante sur le sud de la Colombie-Britannique. Des températures qui excèdent la barre des 30 degrés là, depuis hier. Ce sera de courte durée, mais quand même de forte intensité. Donc, il y a de la grosse chaleur de ce côté-là. Edmonton et Calgary, c'est sous le soleil, 24 à 28, jusqu'à 26 à Regina, encore de la fumée. Winnipeg également, on est sous l'emprise des nuages, on a quelques averses. La fumée est présente, les températures sont pas très élevées. Ça reste dans la jeune vingtaine dans l'ouest. Et côté précipitation, on aura sur le nord de Manitoba une dizaine de millimètres mardi. Mais rien de plus. Non, rien de plus. C'est pas beaucoup de pluie. Non, c'est pas énorme. Par rapport à l'ampleur des incendies là-bas. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. They only lost 2 in a row twice in the regular season.
They have yet to lose back-to-back games in this playoff run. Alors, on va parler de basketball. Le Thunder d'Oklahoma City, Olivier Pellerin, qui s'est emparé du deuxième match de cette finale de la NBA. C'est donc égal, pas 2-2, 1-1. Effectivement, après deux matchs à la fois. Deux matchs disputés à Oklahoma City. Hier, match numéro 2, remporté 123-107 par le Thunder d'Oklahoma City, qui n'a pas rejoué dans le même scénario que le premier match, c'est-à-dire mener l'ensemble de la rencontre et se faire surprendre en toute fin de match. Ils ont su hier mettre justement le couvercle sur la marmite assez rapidement dans le match. Avec, entre autres, parmi les meneurs, là, bien entendu, avec Oklahoma City, ça a été Shai Gilgeous-Alexander qui, hier, a marqué 34 points. Donc, encore une fois, il a été le meilleur joueur avec la meilleure production parmi les deux équipes présentes sur le terrain. Mais hier, il a été soutenu par davantage de joueurs avec le Thunder d'Oklahoma City. On peut penser à Chet Holmgren hier, qui est allé chercher 15 points et qui a beaucoup aidé son équipe à, justement, peut-être limiter les chances des Pacers. Il y a aussi Tyrese Haliburton du côté des Pacers, lui, qui a été éliminé à une maigre production de 17 points hier, entre autres grâce au travail de Luguentz-Dort, qui défensivement a été encore très hermétique. En entrevue là, au cours de la rencontre, il y a Jalen Williams, son coéquipier, il s'est fait demander pourquoi est-ce que Tyrese Haliburton ne marque pas plus aujourd'hui. Sa réponse a été simple, Lou Dort, en parlant de Luguentz-Dort. Donc vraiment un excellent travail pour lui hier. Et vous l'avez dit, la série est nivelée 1-1. Donc les deux équipes ont remporté un match à Oklahoma City. On se déplacera pour le match numéro 3 mercredi, donc disputé mercredi, premier match pour les Pacers à la maison. Donc, pourront-ils profiter justement de la présence de la foule pour peut-être aller chercher une deuxième victoire et mettre de la pression sur le Thunder d'Oklahoma City? Ce sera surveillé. Mais je vous invite tout d'abord à écouter les commentaires de Luguentz-Dort, qui joue pour le Thunder, et aussi Bénédicte Mathurin, autre Montréalais de cette finale, qui évolue pour les Pacers de l'Indiana. En tant qu'équipe, on a gardé le lead qu'on avait, honnêtement. Quand on avait le lead, on a continué à prendre des bonnes décisions, des bons tirs, qui a fait en sorte qu'on a été capable de garder le lead tout le reste du match. J'avais le ballon dans mes mains. C'est tout ce que j'ai pu faire avec. Quand je reçois le ballon, je pense qu'il y a des bonnes choses qui se passent et il faut continuer à être efficace avec le ballon. Voilà pour les commentaires de ces deux Montréalais donc, qui sont en finale de la NBA. Un contre l'autre. Au tennis, maintenant, on a eu droit à une finale historique chez les hommes hier à Roland-Garros. Une finale exceptionnelle entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, qui a été remportée par Alcaraz, tout ça en 5 manches. Pourquoi historique? Parce que ça a été la finale à Roland-Garros la plus longue de l'histoire, 5h29 minutes de jeu entre les deux joueurs qui se sont amplement disputés ce match. Yannick Sinner qui a enlevé les 2 premières manches, Carlos Alcaraz les 2 suivantes, et on s'est rendu donc en super bris d'égalité lors de cette 5e manche, donc pour déterminer un vainqueur. C'est Carlos Alcaraz qui a mis la main sur un 5e titre majeur en carrière. Sur terre battue aussi, ça va très bien pour lui. Il avait remporté d'ailleurs le tournoi de Roland-Garros l'an dernier, donc a défendu sa couronne face à Yannick Sinner. Les deux ont été exceptionnels. Triste d'avoir à trancher dans un match comme celui-là aussi étincelant, mais c'est Carlos Alcaraz qui a eu gain de cause face à l'Italien. Puis je termine simplement en vous mentionnant ce match numéro 3 entre les Oilers d'Edmonton et les Panthers de la Floride. Un match numéro 3 qui aura lieu ce soir. Coup d'envoi donné à 20h. Les Oilers qui sont maintenant dans le building des Panthers pour les 2 prochaines rencontres pour les matchs numéro 3 et 4. Et je vous rappelle que cette série est à égalité 1-1. On nous a habitués là aussi à des prolongations. Est-ce qu'on aura droit à ça au match numéro 3 à surveiller ce soir 20h? Peut-être vous coucher tard ce soir. Peut-être. Bonne journée, Olivier. Merci. Au revoir. Alors, on vous parlait de ces militaires de la garde nationale qui ont été déployés à Los Angeles pour calmer ces manifestations qui se succèdent jour après jour, soir après soir, pour une 3e journée consécutive en Californie. Il y a eu encore des manifestations. C'est pour protester contre les politiques migratoires de Donald Trump. L'intervention ou la décision de Donald Trump de faire intervenir la garde nationale, ça a été vivement critiqué. Donc, Élise, il y a des agents fédéraux de l'immigration et des manifestants là, qui s'affrontent depuis vendredi
vendredi dans les rues de Los Angeles. Oui, vendredi, des dizaines de personnes en situation irrégulière, selon l'administration Trump, ont été arrêtées en raison des politiques migratoires. C'est ce qui a déclenché toutes ces manifestations-là. Et le conflit a pris une autre tournure hier quand 2000 membres de la garde nationale sont débarqués pour rétablir l'ordre à la demande du président américain. Hier, les protestations se déroulaient notamment devant un centre de détention. Le regroupement a été déclaré rapidement illégal par la police de Los Angeles. La police est intervenue avec du gaz lacrymogène, des balles de caoutchouc, des matraques pour essayer de disperser la foule. Et il y a même une journaliste australienne de Nine News, Lauren Tomasi, qui a été visée par une balle de caoutchouc tirée par les forces de l'ordre. Et la scène a même été immortalisée par les caméras de la chaîne de nouvelles parce qu'elle venait tout juste de terminer sa converse télévisée. Donc, c'était assez impressionnant à voir. Les protestataires ont tenté aussi de bloquer l'autoroute 101, une artère très importante. Il y a des voitures qui ont été incendiées pour essayer de bloquer des routes. Et hier, le président Trump a défendu son choix d'avoir sorti l'artillerie lourde. Je vous laisse l'entendre. We're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden. We're going to see what we need. We'll send whatever we need to make sure there's law and order. Donc, ce qu'il dit, c'est on va avoir des troupes partout, on laissera personne faire ça à notre pays, on laissera pas notre pays être déchiré comme c'était le cas sous l'administration Biden. On va s'assurer de faire régner la loi et l'ordre. C'est ce qu'il a dit Donald Trump hier. Des citoyens de Los Angeles ont dit pour leur part que Donald Trump essayait de faire un spectacle avec tout ça. Et les Californiens trouvent aussi que la garde nationale sur place, ça rajoute une couche d'intensité qui n'est pas nécessaire et ça fait en sorte que l'escalade des tensions est encore plus vive. Oui, c'est ça. Ça n'a pas calmé, disons, ces confrontations que l'on voit depuis quelques jours. Et le président Trump qui a été vivement critiqué par le gouverneur Newsom, le gouverneur de la Californie. Oui, le démocrate a qualifié le comportement de Donald Trump d'abus de pouvoir et de confrontation, mais il a quand même demandé aux citoyens de demeurer calmes. Visiblement, il essaie de s'assurer qu'il n'y ait pas encore plus d'huile sur ce feu-là qui est déjà bien alimenté. Mais malgré cela, Gavin Newsom n'a pas donné son consentement, lui, pour ce déploiement de la garde nationale, ce qui est assez irrégulier. C'est une force militaire de réserve aux États-Unis. C'est pas supposé se passer de cette façon-là. Le gouverneur veut donc qu'on annule le déploiement. Il dit que c'est une atteinte à la souveraineté de l'État, que Trump alimente en ce moment une crise. Il dit que ce n'est pas pour maintenir l'ordre que les troupes sont là, mais pour semer le chaos plutôt. Et dans un message sur les réseaux sociaux, il a encouragé les manifestants à ne pas mordre à l'hameçon. La mairesse de Los Angeles, Karen Bass, avait à peu près le même message. Je vous laisse l'entendre. But what we're seeing in Los Angeles is chaos that is provoked by the administration. When you raid Home Depot and workplaces, when you tear parents and children apart, and when you run armored caravans through our streets, you cause fear. Elle estime donc que Donald Trump installe un climat de peur dans sa ville. Il y a Kamala Harris, l'ancienne vice-présidente des États-Unis, qui elle aussi a réagi. Elle a soutenu les milliers d'Américains qui se battent pour protéger les libertés et les droits les plus fondamentaux. Donc, vous le disiez, vous l'évoquiez un peu, la légitimité de Donald Trump de déployer la garde nationale qui a été remise en question. Oui, c'est que normalement, la situation ne se prête pas à ce type d'intervention-là. Et il y a un professeur de sciences politiques à l'Université de l'État de New York, Antoine Yoshinaka, qui nous explique pourquoi ici. Donald Trump le fait en vertu d'une loi, une disposition d'une loi qui lui permet de le faire en cas de rébellion. Et donc, il a déclaré que c'est essentiellement une rébellion contre le gouvernement parce que ces manifestants s'opposent justement aux raids, aux descentes de la part du gouvernement fédéral pour venir expulser les migrants. Donc, la situation demeurait très tendue cette nuit et on va suivre les développements aujourd'hui. Bien sûr. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Élise. On va continuer sur ce sujet. Pardon, parce que, évidemment, ça se retrouve en une d'à peu près tous les grands médias. Ce matin, c'est Débordement Californie. C'est Marie-Jeanne Dubreuil qui est avec nous pour la revue de presse. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, Mathieu. Alors, effectivement, c'est en une de bien des journaux ce matin, ces affrontements. Oui, ce que le Journal de Montréal qualifie de chaos en Californie. C'est également en une de la presse, en une du National Post. Mais évidemment, je vous emmène aux États-Unis parce que c'est aussi en une des grands médias là-bas. Le Los Angeles Times, notamment, qui dit que ce qui se passe en ce moment, c'est une leçon à retenir pour Los Angeles de la part du président, un président qu'on qualifie hors de contrôle dans le Los Angeles Times. On nous dit que les gouverneurs, toutes les autorités de Los Angeles essaient de ne pas répondre avec la même force. Élise vous en parlait, Gavin Newsom, le président de la Californie, qui va plutôt d'une lettre au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Il dit que ce déploiement était inutile parce que la police locale, selon lui, contrôlait la situation. Pour ce qui est du sénateur démocrate Alex Padilla, qui
qui est cité également dans le LA Times. Le président américain cherche surtout à détourner l'attention de son projet de loi fiscal dévastateur qui est actuellement débattu au Congrès, un texte qui réduirait les soins de santé pour de nombreux Américains, selon lui, et augmenterait le coût de la vie pour les familles qui travaillent. The Atlantic, de son côté, voit une stratégie encore plus machiavélique. Selon The Atlantic, le magazine américain, ça viserait à influer les élections parlementaires de mi-mandat en 2026 qui s'annoncent difficiles pour les républicains, notamment en Californie. Si on reste aux États-Unis, bien évidemment, il y a la Pride, la fierté qui se poursuit ce mois-ci, au mois de juin. Et la World Pride, qui est donc une organisation à travers le monde, s'est installée à Washington, D.C. cette année pour son défilé annuel. On parle de 700 000 personnes qui se sont réunies à l'ombre de la Maison-Blanche pour célébrer la communauté queer. On dit que l'humeur était rebelle et festive, selon NBC. Donc, ça se retrouve un peu partout dans les médias aujourd'hui. Et maintenant, Marie-Jeanne, attendez que je retrouve ma feuille. On va parler également, oui, ça va certainement retenir l'attention aujourd'hui, le budget du Canada en matière de défense. Ottawa qui pense être capable d'atteindre cette fameuse cible, le 2 % du PIB, demandé par l'OTAN d'ici la fin de l'année. Oui, et je comprends que ça vous prenne de court, Mathieu, parce que c'est dans deux médias différents, deux médias qui ont eu l'exclusivité, mais avec des détails différents. Ouais. Donc, on parle du Globe and Mail, du Devoir, qui sont tous deux, qui ont eu suffisamment de sources pour affirmer que le gouvernement canadien va annoncer cette cible de 2 % en dépenses militaires de l'OTAN plus tôt qu'on le pensait. On se souvient, Mark Carney, pendant la campagne électorale, avait promis que ça arriverait d'ici 2030. Et là, selon Globe and Mail, on dit avant la fin de l'année financière, donc mars, avril 2026, le Devoir dit même en 2025. Alors, Ottawa prévoit procéder à sa plus forte augmentation de dépenses en défense depuis la Seconde Guerre mondiale grâce à l'achat de nouveaux aéronefs, véhicules armés, munitions, drones, capteurs de surveillance pour les fonds marins. On va allouer également plus de rémunération pour les forces armées canadiennes, une réparation de navires et aéronefs existants. Et on parle également là, d'une garde côtière qui va être renforcée. Alors, ça serait en raison du sommet de l'OTAN qui est prévu du 24 au 26 juin aux Pays-Bas. Donc, le premier ministre, ça l'aurait un peu pressé là, à faire plus de dépenses dans la défense. Et l'annonce doit se faire ce matin lors d'un point de presse à Toronto. Donc, ce sera à surveiller. Autre sujet d'envergure au pays, évidemment, le procès des 5 hockeyeurs de l'équipe Canada Junior, là, édition 2018. Les plaidoiries finales vont avoir lieu cette semaine et c'est en une de plusieurs grands médias qui reviennent un peu sur ce procès houleux. Et le Toronto Star qui nous parle de survivantes d'agressions sexuelles qui réclament dans la foulée de ce procès-là une alternative au procès, une solution de rechange pour les procès qu'ils qualifient d'inhumains. On parle plutôt de justice réparatrice plutôt que de faire subir des procès comme ça aux survivantes. Et dans le Devoir, on parle d'un projet pilote pour doter les Autochtones de détecteurs de fumée. On nous dit que les Autochtones comptent pour 20 % des décès liés aux incendies au Canada, alors qu'ils ne représentent que 5 % de la population. Donc vraiment, il y a une disproportion de ce côté-là. Et donc, il y a ce projet pilote qui vise à aller doter les domiciles autochtones de plus de détecteurs de fumée, eux qui ne sont pas soumis là, au code du bâtiment et donc plusieurs qui n'ont pas de détecteurs de fumée. Donc, ce sera à surveiller, c'est à lire du côté du Devoir. Et je termine là, si vous êtes un peu dépassé par les grèves des postes, les conflits de travail du côté de Poste Canada, bien, sachez que ça va s'empirer dans les prochains jours avec DHL, la compagnie de livraison qui est entrée en lock-out pour les 2000 livreurs de paquets et de colis et le syndicat qui a renchéri avec une grève pour ces syndiqués. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée. Oui, Montréal, c'est la deuxième ville en importance au pays et une bonne partie du transport public, du transport en commun sera paralysée aujourd'hui. C'est en raison de la grève des 2400 employés d'entretien qui commence donc dès ce matin. Peut-être que vous rendre au travail aujourd'hui ou de faire vos déplacements pour différents rendez-vous, ça va être pas mal plus compliqué. Donc, sachez-le, les horaires du métro, des autobus également seront réduits, à moins d'une entente d'ici là, mais pour l'instant, là, ce matin, effectivement, que ces heures réduites s'appliquent. Greta Juris est avec nous. Bonjour, Greta. Oui, bonjour, Donc, à quoi Mathieu. ça va ressembler à partir de ce matin pour les usagers? Oui, alors, le métro et les autobus ne seront en service que pour quelques heures pendant les périodes de pointe au cours des 3 prochains jours, soit le matin de 6h15 à 9h15, en après-midi de 15h à 18h et en fin de soirée de 23h à 1h15. Pas de service, donc, en dehors de 16h.
Et puis, le 12 juin, les services de la STM seront offerts durant les périodes de pointe et ils seront réduits à 50 % en dehors de 16 heures. La fin de semaine du Grand Prix, qui est la fin de semaine prochaine, le service régulier sera maintenu, donc les 13, 14 et 15 juin. Et ça, c'est principalement en raison de la grande affluence due au grand nombre de touristes. Les 2 jours suivants, soit le 16 et le 17 juin, le métro et les autobus fonctionneront normalement durant les périodes de pointe et les services seront encore une fois réduits de moitié en dehors de 16 heures. Bon, rappelez-nous les principaux points en litige. Oui, les négociations entre le syndicat des employés d'entretien et la STM achoppent principalement sur la question de la sous-traitance et les conditions de travail. Voici le président du syndicat du transport de Montréal, Bruno Janotte, qui se dit conscient des problèmes que ce débrayage peut causer pour les usagers. On le sait que ça peut amener une contrainte au niveau du public de devoir adapter son horaire ou peut-être d'attendre un peu à partir pour les transports en commun. Mais c'est l'objectif d'une grève. Puis nous, ce qu'on a dit à la STM, c'est qu'on était prêt à améliorer cet horaire-là. Puis on reste ouvert à la discussion en ce moment si la STM est prête à retirer certains reculs à la table de négo. Puis on parle pas des demandes d'être gourmand là, au niveau salarial. On parle de protéger les services publics du transport en commun dans nos demandes en enlevant les clauses qui nous attaquent, en fait, face à la privatisation de nos services publics. Et Bruno Janotte croit par ailleurs que la Société de transport de Montréal utilise la grève de ses employés d'entretien pour faire pression sur Québec dans le but d'améliorer le financement du transport en commun. Le syndicat doit tenir un point de presse un peu plus tard ce matin à 7h30. Mais ce ne sera pas simple pour les usagers, donc. Non, pas du tout. Pour bon nombre d'entre eux, c'est évidemment une source de stress. Voici les commentaires de quelques-uns d'entre eux. Je suis obligée de partir très tôt pour m'éviter les frais d'un taxi. C'est sûr que je vais essayer d'utiliser mes parents, puis sinon, je pense que je vais devoir me déplacer en Uber. Je pense que je devrais ressortir mon vélo, j'aurais pas le choix. Et Philippe Jacques, qui est le co-directeur et porte-parole de Trajectoire Québec, un organisme qui défend les droits des usagers du transport collectif, croit que cette grève va pénaliser surtout les plus démunis. On peut l'écouter. Pour les Montréalais, Montréalaises, les travailleurs, les étudiants, les personnes qui veulent aller à des rendez-vous médicaux, eux n'auront pas de service pendant des longues périodes d'heures. Et pour sa part, la STM affirme qu'elle espère résoudre ce conflit dès que possible. Dans une déclaration transmise à Radio-Canada, la société assure qu'elle est en contact régulier avec la partie syndicale et selon elle, des rencontres sont prévues à cadence régulière dans les prochains jours. Une porte-parole de la STM doit participer à une tournée médiatique ce matin pour faire le point sur la situation. On va évidemment surveiller ça dans les prochaines heures. Merci beaucoup, Greta. Je vous en prie. Alors, effectivement, ça va faire partie de ce que l'on va surveiller, tout comme ces manifestations au lendemain de manifestations en Californie. Cette annonce également du premier ministre canadien Mark Carney, selon ce que rapporte le Globe, Le Devoir, notamment en lien avec des dépenses militaires accrues pour le pays. Ça devrait se faire un peu plus tard ce matin à l'Université de Toronto. Et puis, les plaidoiries, effectivement, on aura une collègue qui va nous parler de London plus tard ce matin dans nos radiojournaux. Plaidoiries au procès d'Équipe Canada Junior, des joueurs d'Équipe Canada Junior accusés d'agression sexuelle. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.